Il y a des voix qui percent l'âme avant même qu'on comprenne leurs mots, le 23 juillet 2011. Quand s'éteint pour toujours cette voix rock magnétique qui avait bouleversé le monde entier. C'est tout un univers de douleur et de génie qui disparaît avec Amy Winehouse, cette petite femme. d'1,58 m avec ses cheveux choucroute noirs et son eyeliner d'encre, caché derrière son apparence de poupée casse l'une des âmes les plus tourmentées de sa génération. Imaginez cette scène d'une jeune fille de 27 ans seule dans son appartement de Camden, entourée de bouteilles vides et de souvenirs brisés, ces derniers pour un ami. Quelques heures avant ses morts, résonne encore comme un écho tragique. Je ne veux plus être célèbre, je veux juste que quelqu'un me comprenne. C'est nous révèle toute la tragédie d'Amy Winehouse. Une artiste génie qui a passé ses courtes vies écrite ses détresses dans le vide d'un monde sourd et sa souffrance. Car voici ce que vous ne savez pas sur Amy. Derrière chaque chanson de Back to Black se cache un appel au secours. Derrière chaque performance ivre sur scène, une femme qui se noie tend les mains vers un public qui applaudit sa destruction. Derrière chaque titre de tabloïd sensationnaliste, un être humain décomposition que personne n'a su sauver parce que personne n'a vraiment écouté. Et Amy Winehouse n'est pas morte d'une overdose d'alcool, elle est morte de solitude, d'incompréhension, d'abandon collectif déguisé à fascination morbide. Entre des années, nous avons regardé cette jeune femme se détruire en direct. Transforme sa souffrance en divertissement et l'arbre tube planétaire. Sa mort annonce le spectacle médiatique aujourd'hui. Nous allons vous révéler les véritables histoires d'Amy Winehouse, de celle de Doja qui déchuque les médias vendent, mais celle d'une petite fille de North London qui n'a jamais cessé de chercher l'amour inconditionnel que sa famille dysfonctionnelle lui refuse. Une histoire de talgage, de cris ignorés et de signaux d'alarme que toute une société a choisi de ne pas voir. Pour comprendre la tragédie d'Amy Winehouse, il faut retourner qu'au début des années 2000. Dans sous Londres pleine mutation culturelle, fondée une scène musicale alternative qui veut révolutionner le pop britannique. Et Amy Jade Winehouse voit le jour le 14 septembre 1983 à Enfield, dans une famille juive de classe moyenne qui portait les germes de la destruction. Futur sopette, Amy Winehouse, le chauffeur de taxi devenu homme d'affaires, incarne cette masculinité working class londonienne, charmante volubile, mais fondamentalement égocentrique et absente émotionnellement. Sa mère eugéniste pharmacienne, souffrant de sclérose plaque sombre progressivement une dépression qui les rend incapables d'offrir à ses filles la stabilité affective dont elle a besoin. Cette configuration familiale toxique crée chez Amy un manque fondamental qui les poursuivrait toute sa vie, l'impossibilité de recevoir un amour inconditionnel stable dès l'enfance. Elle comprend intuitivement qu'elle doit performer pour obtenir l'attention parentale. Ses premières chansons écrites à 12 ans révèlent déjà une maturité émotionnelle troublante et une compréhension précoce de la douleur adulte. Le divorce de ses parents quand elle est neuf achève de déstabiliser son univers. Et Amy développe alors ce qui deviendrait ses stratégies de survie transformées de souffrance en un sublimer l'abandon création. Mais cette alchimie dangereuse lui approuve aussi que ses valeurs dépendent de ses capacités d'émouvoir les autres par ses douleurs. Le contexte londonien des années 2000 amplifie cette problématique. Camden, où Amy s'installe adolescente, devient le laboratoire de l'école britannique nouvelle génération. Ce quartier alternatif, mélange d'artistes fauchés et de bourgeois bohèmes, cultive un romantisme de la destruction qui glorifie les excès de l'autodestruction créatrice. Cette époque voit naître un nouveau type de stardom britannique, incarné par des figures comme Pete Doherty, des Libertines ou Kate Moss, célébrité autodestructrice devient un genre artistique à part entière. Et Amy grandit dans cette culture qui fait de la débauche un signe d'authenticité et de la souffrance. Un gage de créativité. Sa découverte du jazz est 13 ans, notamment des voix de Billie Holiday et Dean Washington, lui révèle sa vocation mais aussi sa malédiction. Ces chanteuses mythiques, toutes marquées par des vies tragiques, deviennent ses modèles artistiques existentiels. Et Amy apprend qu'être une grande chanteuse signifie souffrir publiquement, que l'art authentique naît de des douleurs véritables. Son passage à l'Ebris School, école de spectacle prestigieuse, les met en contact avec une industrie musicale britannique pleine révolution. Les maisons de disques cherchent de nouveaux visages pour concurrencer les artistes américains. Et Amy, avec sa voix extraordinaire et son look rétro-moderne, correspond parfaitement aux attentes du marché. Mais cette institutionnalisation précoce de son talent crée une confusion permanente entre ses personnalités de son art. Et Amy ne sait plus où s'arrêtent les personnes et commence le personnage. Cette fusion dangereuse explique pourquoi elle ne parviendra jamais à protéger sa vie privée de son exposition publique. Sa signature chez Island Records en 2002-19 marque le début de son ascension mais aussi de sa perte d'autonomie. Le label, dirigé par des hommes d'affaires plus soucieux de rentabilité que de bien-être artistique, encourage ses excès car il nourrit son image d'artiste authentique. Plus Amy souffre, plus elle devient bancable. L'enregistrement de son premier album Flame pour 2003 révèle déjà tous les paradoxes de cette situation. Les chansons d'une maturité artistique remarquable racontent l'histoire d'une jeune femme déjà désabusée par l'amour et rongée par l'angoisse. Mais cette précocité émotionnelle, applaudie par la critique, cache une immaturité psychologique qui les rend vulnérables. Toutes les manipulations, le succès du disque propulse Amy dans un monde pour lequel elle n'est peu préparée. Le 20. Elle découvre simultanément les célébrités d'argent,
La liberté totale et l'absence de limite, cette combinaison explosive, sans accompagnement psychologique, crée les conditions parfaites pour les catastrophes futures. Sa famille, loin de le protéger, profite de son succès naissant. Son permis abandonne son travail pour devenir son conseiller. Transforme leur relation filiale en association commerciale. Cette monétisation de l'amour paternel achève de détruire les repères affectifs d'Amy de les Press People britannique. Particulièrement agressive à cette époque, fait d'Amy une cible privilégiée. Sa spontanéité, sa franchise, son refus des codes de célébrité offre une providette pour des journalistes en quête de scandale. Chaque sortie publique devient un piège, chaque déclaration un titre sensationnaliste. Cette surveillance permanente crée chez Amy une paranoïa grandissante qui l'isole progressivement. Elle ne peut plus faire confiance à personne, ne sait plus distinguer les vrais amis des opportunistes. Cette solitude psychologique, au cœur même du succès, nourrit son besoin croissant d'échappatoire chimique. L'arrivée de Blake Fiel des civils dans ses vies 2005 peut précipiter ce chute tout en inspire son chef d'œuvre. Cette rencontre dans un pub de Camden semble marquer le début de sa destruction, mais révèle surtout l'ampleur de sa fragilité émotionnelle préexistante. L'année 2005 marque un tournant décisif dans la vie d'Amy Winehouse. Ses rencontres avec Blake Fiel des civils au Good Mix, un pub de Camden, déclenche une passion dévastatrice qui va alimenter son génie créatif tout en accélérant sa destruction personnelle. Cette relation toxique révèle toute la fragilité d'une jeune femme en quête d'amour absolu, prête à tout sacrifier pour combler les vides affectifs de son enfance. Blake Fiel des civils, ancien assistant de production vidéo de 23 ans, incarne exactement le type d'homme dangereux qui fascine Amy, votre belle. Instable et destructeur, leur coup de foudre est si violent qu'Amy se fait tatouer son prénom sur la poitrine une semaine après leur rencontre. Cette impulsivité révèle ce soif désespéré d'appartenir à quelqu'un, de fusionner avec l'être aimé jusqu'à perdre sa propre identité. Mais Blake apporte de vie d'Amy plus que de l'amour qu'il l'initie l'héroïne et le cocaïne. Nous étions dans un hôtel de Londres et je pense que je devais avoir 10 livres d'héroïne. Surmonte-t-il des années plus tard. Cette confession glaciale révèle comme un homme supposé d'Amy a détruit délibérément celle qu'il prétendait protéger. L'héroïne devient rapidement le ciment de leur relation. Ensemble, ils explorent les territoires les plus sombres de Londres, fréquentent les dealers de Camden, transforment leur amour en addiction partagée. Et Amy découvre dans la drogue un moyen d'anesthésier ses sensibilités à vif, de supporter l'intensité de ses émotions qui est submerge depuis l'enfance. Cette descente aux enfers nourrit paradoxalement sa créativité. Les chansons de Back to Black, enregistrées entre 2005 et 2006, puisent directement dans cette expérience de l'amour toxique et de l'autodestruction. Rob, Il nous aime no go et Back to Black. Chaque titre raconte un épisode de ses relations tumultueuses avec Blake, avec les substances. L'ironie tragique, c'est que cette période de ses plus grandes souffrances personnelles correspond à son apogée artistique. Back to Black devient un phénomène planétaire, se vend 20 millions d'exemplaires, remporte 5 Grammy Awards, le monde entier applaudit Amy tout en assistant passivement à sa destruction. Ses cris de détresse deviennent de tubes dansants. Son mariage avec Blake en 2007 à Miami illustre parfaitement cette confusion entre arrêt. La cérémonie improvisée chaotique révèle deux êtres perdus qui tentent de légaliser leur codépendance, mais au lieu de le stabiliser, le mariage officialise leur toxicité mutuelle. Les médias britanniques particulièrement transforment leur couple en feuilleton sordide. Chaque dispute publique fait l'une des tabloïds. Chaque réconciliation devient un épisode de plus drôle spectacle de leur autodestruction. Cette médiatisation constante empêche toute possibilité de guérison, transforme leurs problèmes privés de divertissement public. L'arrestation de Blake en novembre 2007 pour une agression datant de 2006 marque le début de la phase finale de leur relation, condamné à 27 mois de prison qui laisse Amy seule face à ses démons. Cette séparation forcée révèle l'ampleur de sa dépendance émotionnelle sans Blake. Elle sombre dans un chaos total. Les images de cette période montrent une femme méconnaissable, amaigrie de l'extrême, couverte d'automutilation, les cheveux bataillent. Les deux gâtés par le crack, mais derrière cette déchéance physique se cache une souffrance psychologique incommensurable. Amy ne se drogue pour le plaisir, elle tente désespérément d'échapper à une douleur existentielle que personne ne comprend. Ses performances publiques de cette époque révèlent l'ampleur de ce détresse. En juin 2008, au Nelson Mandela Concert, elle apparaît sur scène visiblement sous l'emprise de drogue, incapable de chanter correctement, tuée par le public. Cette humiliation publique, diffusée en direct dans le monde entier, marque le point de non-retour de sa désintégration. Mais le plus révélateur, c'est que personne dans son entourage ne l'aide vraiment, ses familles. Son label et ses managers vivent tous financièrement de son succès. Plus Amy fait scandale, plus elle fait vendre. Cette perversion économique transforme tous ses proches en complices involontaires de sa destruction. Son permis, devenu son management officieux, encourage même ses sorties publiques catastrophiques car elles alimentent l'intérêt médiatique. Cette instrumentalisation parentale achève de détruire les derniers liens affectifs authentiques d'Amy. Elle comprend alors que même l'amour paternel est conditionné à sa rentabilité, sa tentative de
Cure de désintoxication 2008 échoue rapidement non par manque de volonté, mais par absence de soutien psychologique adapté. Les centres de cure traitent ces dépendances. Chimix s'attaque aux causes profondes, le manque d'amour, l'angoisse existentielle, la dépression clinique non diagnostiquée, le divorce d'avec Blake en 2009 ne lui apporte aucun soulagement, au contraire. Cette rupture officielle le plonge dans une solitude encore plus abyssale. Elle réalise alors que même cet amour destructeur valait mieux que l'indifférence générale. Cette prise de conscience marque le début de sa phase terminale. Ces dernières années révèlent une femme tourmentée par ses propres démons, incapable de créer. Prisonnière d'une célébrité qui les détruit, chaque tentative de retour artistique échoue. Chaque apparition publique vire au désastre, et Amy devient le spectacle pathétique de sa propre déchéance le 23 juillet 2011. Quand les secours découvrent son corps dans son appartement de Camden. C'est paradoxalement une délivrance, cette femme de 27 ans avait déjà tout vécu, tout souffert. Tout donné, sa mort libère enfin Amy Winehouse d'Amy Winehouse le 23 juillet 2011, dans l'appartement du 30 Square. S'achève l'une des tragédies artistiques les plus documentées et les plus ignorées de l'histoire moderne. Tous les ambulanciers découvrent le corps sans vie d'Amy Winehouse, entouré de trop de bouteilles de vodka vides. Ils trouvent aussi les preuves accablantes d'un suicide social qui a duré des années. Car Amy n'est pas morte d'une overdose accidentelle, elle est morte d'avoir crié de secours pendant des années sans que personne l'entende vraiment. Ces derniers mots révèlent une femme qui multipliait les signaux d'alarme. Les appels de l'aide déguisés, les tentatives désespérées de reconnexion avec un monde qui ne la voyait plus que comme un phénomène de foire. Le témoignage de ses derniers amis révèle des détails glaçants. Tony Bennett, avec qui elle avait enregistré Body and Soul quelques mots avant ses morts, confie qu'elle lui avait dit « Je ne veux plus être célèbre, je veux juste chanter ». Cette phrase résume toute la tragédie d'Amy, est une artiste pure dévorée par la machine médiatique qu'elle avait nourri. Ces dernières conversations téléphoniques révélées par ses proches montrent une femme en proie d'une angoisse existentielle paralysante. Son amie Tildy émue. Elle confie la veille de sa mort à « Je ne sais plus qui je suis sur les drogues, mais je ne sais plus qui je suis avec ». Cette lucidité terrifiante sur sa condition révèle que ses fins étaient conscientes ou presque volontaires, mais ce qui choque le plus dans cette tragédie, c'est l'aveuglement collectif qui l'est rendu possible pendant des années par le manège. Amy Medivant assistait passivement à la destruction d'Amy, transforme ses cris de détresse en opportunité commerciale. Chaque rechute devenait un titre vendeur, de chaque humiliation publique un contenu viral sont permis, qui se présente aujourd'hui comme le gardien de sa mémoire. Porte une responsabilité écrasante dans cette tragédie. Les révélations posthumes montrent un homme qui exploite ses filles jusqu'au bout, organise même des séances photo pendant ses cures de désintoxication pour maintenir sa visibilité médiatique. Cette monétisation de la souffrance filiale révèle l'ampleur de la perversion familiale. Plus révolte encore, ses mères Janet, rongées par la sclérose en plaques, étaient incapables d'offrir le soutien émotionnel dont Amy avait besoin, mais au lieu de compenser cette défaillance maternelle, l'entourage d'Amy l'exploitait comme une source de revenus. Les jeunes femmes s'est retrouvées seules face à ces démons, sans aucun adulte responsable pour les protéger. Blake, fiel des civils malgré son divorce d'avec Amy, continue de vanter ces dernières années. Leur tentative de réconciliation, documentée par les tabloïds, révèle une femme incapable de se défaire de cette relation toxique. Même séparés, ils restent liés par leur codépendance destructrice. S'attirant et se repoussant d'une danse macabre qui ne peut que mal finir. Révélation des plus accablante concerne son label. Islandre cause de son management, de documents internes révélés après ses morts, montre que ses responsables étaient parfaitement conscients de son état critique mais refusaient d'annuler ses contrats par crainte de perte financière. Et Amy était devenue une poule aux œufs d'or compressée jusqu'à la dernière goutte. Sa dernière tentative de tourner en juin 2011 la désastreuse série de concerts en Europe de l'Est illustre parfaitement cette exploitation criminelle, visiblement inapte et performante. Et Amy est traînée sur scène par son équipe qui refuse d'admettre qu'elle ne peut plus assurer les images de Belgrade. Elle apparaît complètement désorientée, suivie par le public. Marque l'apogée de cette humiliation organisée, ce qui révèle de mieux sa détresse. Ce sont ses dernières compositions inachevées. Retrouvées sur son ordinateur, ces fragments de chansons parlent de solitude absolue, de trahison familiale, de désir de mort. L'un d'eux contient ces vers prophétiques « Il m'aime quand je saigne. Il m'oublie quand je guéris ». Cette lucidité sur sa condition de victime expiatoire montre qu'Amy avait parfaitement compris le mécanisme de son exploitation. Ses relations avec les médias britanniques révèlent une dimension particulièrement cruelle de ce tragédie. Les paparazzis les traquaient jour et nuit, transforment chaque sortie de calvaire photographique. Ces images de harcèlement vendues prix d'or au tabloïd montraient d'une femme terrorisée. Quant au vainement d'échapper à des prédateurs professionnels plus révoltants, c'est que cette persécution médiatique était légale, même encouragée par un public avide de voyeurisme. Et Amy était devenue un animal de zoo humain, exhibé pour le plaisir malsain d'une société qui transformait sa souffrance au divertissement. Cette déshumanisation progressive explique pourquoi personne ne le secourait. Elle n'était plus perçue comme une personne mais comme un produit de consommation. Ces dernières tentatives de reconstruction personnelle se heurtent systématiquement à cette
Machine médiatique. Chaque effort vers la sobriété était saboté par des paparazzis qui provoquaient délibérément ses rechutes pour obtenir des images sensationnelles. Et Amy était prisonnière d'un système qui avait besoin de sa destruction pour survivre la veille. Sam fait l'appel son bodyguard Andrew Moore pour lui dire « J'ai peur de mourir seul ». Cette phrase se révèle des années plus tard. Résume toute la tragédie d'Amy tantôt permanente. Elle était en réalité totalement isolée, personne de son entourage ne l'aimait pour elle-même. Tous l'aimaient pour ce qu'elle leur apportait quand elle s'éteint ce 23 juillet. C'est paradoxalement un soulagement pour ceux qui l'aimaient vraiment, Tony Bennett déclare. Et Amy était trop sensible pour ce monde cruel, cette épitaphe révèle que sa mort était inévitable. Dans un système qui transforme la sensibilité artistique en vulnérabilité commerciale, l'autopsie révèle un taux d'alcoolémie de 0,4%. Sur 5 fois les doses mortelles, mais ces chiffres cachent une réalité plus complexe et Amy ne s'est pas tuée d'un coup, elle se suicide lentement, méthodiquement publiquement, en espérant jusqu'au bout que quelqu'un la sauverait d'elle-même et du monde qui le dévorait. Après avoir exploré les zones d'ombre de la vie d'Amy Winehouse, nous devons nous interroger sur les responsabilités collectives qui ont rendu possible cette tragédie, car l'histoire d'Amy n'est pas simplement celle d'une artiste autodestructrice rattrapée par ses démons, c'est le miroir d'une société qui industrialise les souffrances humaines et transformées. Vulnérabilité et divertissement. Notre analyse nous amène à une conclusion dérangeante. Amy Winehouse est morte d'avoir été trop célèbre trop jeune. Dans un monde qui n'avait pas encore appris à protéger ses enfants prodiges, sa génération d'artistes servis de cobayes est une expérience sociale dont on ne mesure qu'aujourd'hui. Les ravages des célébrisations précoces dans l'ère des réseaux sociaux et du voyeurisme médiatique. Il faut comprendre qu'Amy a grandi dans les premières époques où les frontières entre vie privée spectacle public complètement disparu, contrairement aux générations précédentes d'artistes, qui pouvaient préserver leur intimité. Amy a vécu sa destruction en direct. Transforme chaque membre de faiblesse au contenu 0,0100. Cette exposition permanente crée un stress psychologique que l'esprit humain ne peut pas supporter. Durablement, les responsabilités de l'industrie musicale britannique étaient écrasantes. Les dirigeants d'Island Records savaient parfaitement qu'Amy souffrait de troubles psychologiques graves, et ils ont préféré exploiter cette instabilité plutôt que de le soigner. Cette logique purement mercantile transforme les artistes en ressources extractibles. Bonneuse épuisée jusqu'à la dernière goutte de talent. Plus pervers encore, le système d'a pris monétiser la souffrance artistique. Plus Amy était mal, plus elle vendait de disques, plus elle faisait scandale, plus elle générait de revenus médiatiques. Cette perversion économique crée une incitation financière à maintenir les artistes dans le détresse. Guérir Amy aurait signifié perdre de l'argent. Nous pensons que la famille d'Amy porte une responsabilité particulière dans cette tragédie. Son permis en abandonne son rôle protecteur pour devenir son exploitant. Le détruit le dernier rempart entre Sophie et l'industrie prédatrice. Cette confusion des rôles familiaux prive Amy de tout refuge, de tout espace sécurisé existe sans performer. Le presse britannique fut particulièrement agressive à cette époque. Il a également joué un rôle criminel. Les paparazzis qui traquaient Amy ne se contentaient pas de documenter sa chute. Il est provoqué activement. Ce harcèlement organisé légalisé par le droit à l'information constitue une forme de torture psychologique que subissent de nombreuses célébrités. Mais ce qui nous frappe le plus dans cette histoire, c'est les dimensions genrées de l'exploitation d'Amy. Femme artiste, elle subit une double violence, celle de l'industrie musicale, celle du patriarcat. Son génie est constamment ramené à sa vie sentimentale de ses créations réduites et de témoignages sur ses relations amoureuses. Cette réduction de l'artiste femme blessée participe de cette déshumanisation. Le traitement médiatique d'Amy révèle aussi une misogynie profonde de la façon dont la société britannique traite ses icônes féminines, condamne un homme artiste sombre de l'addiction. Il devient un poète maudit pour qu'une femme vit les mêmes trajectoires. Elle devient une traînée défense. Cette double morale condamne Amy à l'isolement social. Ses relations avec Blake Field et Civil illustrent parfaitement cette problématique, alors qu'il l'initie aux drogues dures et profite financièrement de ses célébrités. C'est Amy qui est stigmatisée comme folle, Blake reste perçu comme une victime de la célébrité d'Amy alors qu'il en est objectivement le prédateur. Cette inversion victimaire révèle les biais sexistes de les sociétés britanniques. Nous refusons cependant de voir Amy uniquement comme une victime. Elle aussi fait des choix parfois destructeurs pour elle-même et pour ses proches. Sa violence envers Blake, ses agressions contre des fans, ces comportements erratiques témoignent d'une personnalité complexe, capable de nuire autant que de souffrir. Cette dimension sombre de sa personnalité ne diminue pas. Les tragédies telles les rend plus humaines, mais ce qui nous émeut le plus de cette histoire, c'est le gâchis artistique qu'elle représente. Amy avait un talent exceptionnel, une voix unique, une capacité de composition remarquable. Vincent Attel n'avait produit que 2 albums, laissant entrevoir un potentiel créatif immense. Ce mort prive l'humanité de décennies de création possible finalement. Nous pensons qu'Amy Winehouse mérite notre compassion autant que notre admiration. Elle fait sacrifice involontaire d'une société de mutation, qui apprenait à domestiquer les célébrités numériques sans maîtriser ses effets psychologiques. C'est
Génération d'artistes paye le prix de notre apprentissage collectif de la modernité médiatique. Son héritage musical demeure immense, 2 albums parfaits qui continuent d'influencer une génération d'artistes, mais son véritable legs réside peut-être dans cette leçon douloureuse. Les célébrités sous protection psychologique. Aucun talent ne justifie qu'on sacrifie un être humain sur l'autel du divertissement public si. Et Amy avait vécu aujourd'hui, avec nos connaissances sur la santé mentale et nos protocoles de protection des jeunes artistes. Notre sensibilisation au harcèlement médiatique aurait-elle survécu? Cette question restera sans réponse. Mais elle nous oblige à repenser notre rapport avec les célébrités et les responsabilités collectives que nous portons envers ceux qui nous divertissent. Il existe des voix qui continuent de résonner longtemps après que le silence les ait engloutis. Il existe des absences qui parlent plus fort que toutes les présences, 13 mois après sa disparition. Et Amy Winehouse continue de nous hanter non pas seulement comme l'icône du no-soul qu'elle fait, mais comme le symbole déchirant d'une époque qui a consumé ses artistes plus vite qu'elle ne veut produire. Regardez cette dernière image d'elle, captée par un paparazzi quelques jours après sa mort. Observez ce regard absent qui ne parvient plus à fixer l'objectif, ce sourire fantomatique qui masque une détresse infinie. C'est le visage d'une femme qui cesse de lutte, qui va enfin accepter que personne ne viendrait les sauver d'un monde qui l'avait transformé en produit de consommation aujourd'hui encore. Quand les premières notes de Valérie s'élèvent dans un café, quand ce voix quand on ne rappellera dire que Back to Black résonne dans une voiture, quelque chose d'indéfinissable nous serre le cœur. Ce n'est pas seulement de la nostalgie musicale. C'est la reconnaissance inconsciente d'un tel gâche, d'une sensibilité sacrifiée, d'une humanité perdue dans les méandres de la célébrité moderne. Car qu'est-ce qui nous fascine dans cette tragédie? C'est peut-être la découverte derrière cette voix puissante se cache une petite fille qui n'avait jamais cessé d'appeler sa maman. C'est la révélation que nos idoles les plus brillantes portent parfois les blessures les plus profonde. C'est l'incompréhension troublante que le génie peut devenir une malédiction quand il n'est pas protégé par l'amour. Dans une époque où les réseaux sociaux transforment chaque adolescent performé de sa propre existence, les célébrités se démocratisent sans que les structures de protection suivent. L'histoire d'Amy résonne avec une actualité glaçante. Elle nous rappelle que derrière chaque succès viral peut se cacher une détresse que personne ne voit. Chaque fois qu'un jeune artiste explose sur les plateformes numériques, chaque fois qu'une star cache sa dépression derrière son sourire Instagram, chaque fois que